Madame Nora Bussini, journaliste d'investigation que nous accueillons. Madame, vous avez récemment écrit un essai intitulé « Les nouveaux antisémites », dans lequel vous dénoncez les liens qui pourraient exister entre des groupes d'extrême gauche et certains mouvements véhiculant un discours antisémite, notamment depuis le 7 octobre 2023. Vous constatez que ce discours serait désormais repris par certains élus ou figures politiques de notre pays. Nos travaux portant sur les mouvements islamistes en France et leur stratégie pour nouer des liens avec les élus nationaux ou locaux, nous souhaiterions vous entendre sur les éléments que vous avez recueillis au cours de votre enquête. Aussi, je vous soumettrai, Madame, quelques questions en guise d'introduction et je vous proposerai de prendre la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Puis, le rapporteur pourra poser ses questions et les collègues ici présents pourront le faire à leur tour. J'aurai deux questions préliminaires auxquelles vous pourrez répondre lors de votre propos introductif. Premièrement, la dérive antisémite des groupes d'extrême gauche que vous dénoncez vous semble-t-elle liée au conflit que connaît le Proche-Orient depuis plus de 2 ans? Où trouve-t-elle d'autres fondements? Et deuxièmement, vous mentionnez le risque d'un rapprochement entre certains élus représentants de partis d'extrême gauche et des mouvements islamistes en vue des échéances électorales. Pouvez-vous développer ce point? En vous remerciant pour les éléments que vous allez pouvoir nous communiquer, je vous prie en préalable de nous déclarer, le cas échéant, tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous invite, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, à prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je vous remercie et je vous laisse la parole. C'est bon, on m'entend? Parfait. Merci de me recevoir aujourd'hui. Effectivement, je viens de publier un ouvrage qui s'appelle « Les nouveaux antisémites », qui est une enquête sous la forme d'investigation. Il y a une partie en immersion, notamment sous couverture, puisque je n'ai pas spécifié à ces groupes militants, ces collectifs que j'ai pu côtoyer pendant près de 2 ans, que j'étais journaliste. Et de l'autre côté, j'ai recueilli plus d'une centaine de témoignages d'enfants, de professeurs, d'élus locaux, de militants, d'étudiants, qui m'ont raconté ce qu'était leur situation, de juifs et de non-juifs, depuis le 7 octobre en France, mais aussi à l'Université libre de Bruxelles et sur le campus de Columbia aux États-Unis. Pour répondre à votre première question, quand on travaille sur les mouvements d'ultra-gauche en France, on constatait avant le 7 octobre qu'il y avait quand même une fragmentation de la part de différents collectifs. On peut voir des collectifs aussi bien qui répondent d'une écologie radicale, d'autres qui vont plutôt consacrer leur lutte à une opposition aux forces de l'ordre, d'autres qui vont se consacrer aux luttes décoloniales, effectivement. Et avant d'enquêter sur la question de l'antisémitisme, j'étais persuadée, comme je le raconte dans l'avant-propos de mon ouvrage, que cette convergence des luttes qui est le porte-étendard des luttes militantes, ce qu'ils rêvent de pouvoir obtenir, se ferait autour d'un ennemi commun, et que cet ennemi commun, pour moi, serait le policier, la figure du policier. On l'a vu notamment lors du décès du jeune Naël Merzouk, lors des émeutes en 2023. On a pu voir les banlieues, mais pas que, s'embraser autour d'une colère, autour des forces de l'ordre, mais cette colère n'a pas tenu. Et sauf qu'aujourd'hui, pour faire tenir une convergence de lutte, faire tenir des luttes militantes, il fallait un ennemi commun. Cet ennemi commun, en l'occurrence, le 7 octobre l'a apporté, c'est la figure du juif, ou plutôt du sioniste, qui a permis de fédérer toutes ces luttes fragmentées, éclatées autour de cette cause, qui serait prétendument une cause palestinienne et qui viendrait instrumentaliser une empathie légitime, je le précise, pour les civils palestiniens, sous prétexte de pouvoir apporter un message de soutien au terrorisme. Et dans cette enquête, j'ai vraiment tenu à faire le distinguo entre de l'apologie du terrorisme, du soutien à des groupes armés, à, par exemple, un soutien aux civils palestiniens assassinés. En l'occurrence, quand on travaille sur l'ultra-gauche, il y a un constat qui est sensiblement le lien qu'on peut retrouver quand on travaille sur l'islamisme, c'est une détestation de l'État et un rejet des institutions démocratiques, une opposition à tout ce qui font nos institutions démocratiques en l'occurrence.
C'est pour ça que dans mon livre, j'ai voulu justement mettre en avant de très nombreux collectifs sur lesquels on va revenir, qui, dès le 7 octobre, soit se sont créés, soit se sont unis autour d'un discours qu'ils prétendent décolonial, mais qui finalement est un soutien à la résistance, comme ils l'appellent, sous toutes ses formes, ou plutôt la résistance armée, à savoir le Hamas, mais aussi, et surtout on va y revenir, le Front populaire de libération de la Palestine, qui est une organisation reconnue comme terroriste, qui a participé au massacre du 7 octobre. Dans le cadre de cette enquête, j'ai été notamment confrontée à... alors, en France, c'est un collectif, ce n'est pas considéré comme une organisation terroriste, mais c'est une organisation reconnue comme terroriste dans de nombreux pays qui s'appelle Samidoun. Et Samidoun est le fil rouge de mon ouvrage, puisque je les ai retrouvés aux États-Unis, je les ai retrouvés à Bruxelles, mais je les ai surtout retrouvés en France, dans de nombreuses salles municipales, soutenues, approuvées par des partis politiques et par des membres de partis politiques français. Voilà, Samidoun est la façade du Front populaire de libération de la Palestine. Je vais revenir exactement sur les termes qui concernent Samidoun, excusez-moi. Elle est aussi appelée Palestinian Prisoner Solidarity Network. Elle a été créée en 2012 et en l'occurrence, elle a déjà attiré l'attention de plusieurs autres pays dès 2022 parce que notamment ils avaient fait un rassemblement où ils avaient appelé à vaincre l'Europe, les États-Unis et Israël à coups de Kalachnikov, de roquettes et de balles. En l'occurrence, depuis le 7 octobre en France, ceux-ci vont dispenser, notamment auprès des jeunes, comme je le révèle dans mon ouvrage, mais auprès aussi des partis politiques, un engagement envers la lutte armée. Ils sont beaucoup plus radicaux à l'Université libre de Bruxelles où je me suis rendue, et leur but, c'est de mettre en place ce qu'ils appellent un intifada au sein des campus universitaires. Voilà. Donc, quand vous me demandez si ça a démarré le 7 octobre, il y avait déjà des prémices avant, mais le 7 octobre a été effectivement un embrasement pour ces collectifs. Merci. Donc ça, c'était effectivement la première question. La deuxième question, c'était est-ce que, par rapport aux échéances électorales qui s'annoncent, vous mentionnez le risque d'un rapprochement qui pourrait se faire entre certains élus et des représentants de partis d'extrême gauche et donc ces mouvements islamistes. Est-ce que vous pouvez développer ce point des prochaines échéances électorales? Bien sûr. Alors, je vais prendre tout de suite, je vais vous citer un passage qui est important parce que c'est un passage de la fin de mon ouvrage, excusez-moi, qui pour moi explique un petit peu à quel point les échéances municipales, en tout cas, sont primordiales et sont envisagées depuis plusieurs années par des collectifs et des militants. Je vais citer tout d'abord Houria Boutelja, sur laquelle j'ai beaucoup enquêté dans mon ouvrage. Houria Boutelja est une figure de ce qu'on peut appeler la lutte décoloniale en France. Elle a cofondé le Parti des indigènes de la République. Elle a écrit des ouvrages extrêmement controversés. Elle a été accusée à plusieurs reprises d'antisémitisme pour ses positions. Et elle, dès 2024, elle écrivait sur son site QG décolonial un article qui s'appelait « Garder la tête froide, rester stratège, définir des objectifs à court, moyen et long terme, gagner en rapport de force, viser 2027 ». Et elle détaille comment il est primordial pour faire avancer leur cause d'investir des partis politiques. Et elle n'est pas la seule. Je retrouve des passages de quelqu'un dont on va beaucoup parler après, qui s'appelle Elias Dimzalen, qui a aussi fait partie de mon enquête, mais qui est aussi un militant prédicateur, qui a été jugé pour apologie du terrorisme, parce qu'il a appelé à faire un intifada de Paris à Gaza. Il a fait appel de la décision de justice qui a eu lieu récemment. Et donc lui et un autre militant, Wissam Gzelka, disait en 2022 qu'il était primordial que les élections qui arrivent étaient une des cartes, je cite, et je vais même aller plus loin, ils disent, à ce moment-là, et c'est important pour voir ce qui se passe au niveau des élections, c'est de dire qu'il fallait repérer ceux qui seraient leurs potentiels alliés, qu'on les mette en place et qu'on les radicalise de jour en jour. Et en l'occurrence, dans cette citation exacte, il parle du parti de la France insoumise, également de la figure de M. Jean-Luc Mélenchon. Je cite le détail du passage dans mon ouvrage. La question des élections municipales, elle est primordiale quand
on travaille sur ces figures militantes, puisqu'on peut voir une organisation qui s'opère dans toute la France. J'ai fait pour le bien de cette enquête plusieurs déplacements dans plusieurs grandes villes, et on peut constater que ces militants investissent déjà beaucoup sur la génération Z, génération née après 1995 et qui sera en partie primo-votante pour les municipales de 2026, avec l'idée de dire que la cause palestinienne est une cause pour tous et est une cause électorale aujourd'hui, qui doit peser dans le scrutin. Pour le bien de cette commission, j'ai listé plusieurs figures, notamment de la France insoumise, mais pas que, je pense qu'on y reviendra, au niveau municipal, qui ont soit pris des positions qui viennent soutenir des organisations dissoutes, soit fait eux-mêmes de l'apologie du terrorisme. Est-ce que vous voulez que je les détaille peut-être dès le début ou... Écoutez, vous pourrez en faire une présentation effectivement rapide, bien. Et puis si besoin, on approfondira, donc on vous laisse le soin de le faire. Allez-y. Parfait, très bien. Encore une fois, dans le cadre de cette enquête, j'ai travaillé sur des collectifs comme Urgence Palestine, qui est un collectif en passe de dissolution par le gouvernement, dont l'un des porte-parole, Omar Al-Soumi, a appelé à ce que l'on soit en manifestation où je me trouvais en immersion, à ce qu'on soit, parce qu'il a dit il faut être un déluge d'Al-Aqsa en France. Le déluge d'Al-Aqsa, c'est le nom donné à l'attaque terroriste du 7 octobre. La question du déluge d'Al-Aqsa, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les luttes militantes. On l'a vu encore tout récemment, le 7 octobre 2025, avec un collectif antifasciste qui normalement est dissous, le collectif GAL, dans la région de Lyon, qui a appelé à faire un déluge d'Al-Aqsa. C'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans des boucles Telegram, notamment des boucles Telegram liées au régime de la République islamique d'Iran. Ça aussi, j'y reviendrai. Je crois que vous auditionnez également mon confrère Emmanuel Razavi, avec lequel j'ai beaucoup travaillé pour les besoins de mon livre et qui reviendra. Alors, dans le cas de figures qui ont des liens avec ou qui ont tenu des propos liés à l'islamisme, j'aimerais commencer par des militants de la France insoumise, que je cite dans mon enquête, et après aussi, notamment le cas de Ali Diouara, qui était candidat LFI dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis et qui, lui, donc là, bien avant le 7 octobre, déjà dès 2022, le 15 décembre 2022, il va soutenir Adama Traoré, avec un H, qui est le défenseur du terroriste Michael Harpon, qui a commandité un attentat terroriste à la préfecture de police en octobre 2019. Il a également soutenu, le 14 octobre 2022, Baraka City, qui est une association dissoute. Et il a soutenu aussi Idriss Siamedi, ce qui est extrêmement important parce que c'est un prédicateur frériste, qui est lié d'ailleurs à une figure frériste proche du Hamas, qui s'appelle Mohamed Hassan Ouldadou. Et lui n'a pas hésité à publiquement les soutenir en 2022. Si vous me permettez, madame, c'est très bien de donner effectivement des exemples sans obligatoirement de manière nominative pour telle ou telle personne. Vous le transmettrez par écrit, nous aurons les éléments. Ce qui est important, c'est de montrer justement ces situations et les cas concrets pour dire que ça existe. Vous pouvez dire un élu de tel parti, voilà. D'accord, sans que ce soit nominatif. Si nous en sommes d'accord. Hein. Très bien. Merci en tout cas de continuer. Oui. Merci. Écoutez, moi, c'est ce que je vous propose. Nous aurons les éléments ensuite. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir ces situations telles qu'elles sont et de ne pas rentrer dans tel ou tel cas nominatif. Nous aurons ensuite les éléments par écrit où nous aurons les noms. Je vais vous les remettre avec les... Nous verrons pour la publication du rapport. À ce stade, je crois que ce qui est important, c'est de voir les liens qui peuvent exister. Il faut vous remercier. Toutefois, je serai obligée parfois par des moments, alors je ne vais pas faire nominativement chaque lien, mais c'est une enquête en immersion, donc j'ai été confrontée à des députés que j'ai croisés dans des manifestations auxquelles j'ai participé. Et donc vous me dites si vous ne souhaitez pas que je les nomme dans ce cas-là. Encore une fois, le but c'est de montrer des situations. Si on veut avoir les noms, on a le livre dans lequel on peut les avoir. Dans le cas d'une commission d'enquête, nous ne sommes pas là pour montrer du doigt telle ou telle personne, nous sommes là pour comprendre des phénomènes. Et donc c'est pour ça que je vous invite à le faire dans ce cadre. Je vous remercie. Et dans ce cas-là, je vais vous parler d'événements liés qui ont eu lieu dans des salles municipales. Donc là, on est en l'occurrence vraiment au cœur du fait qu'on a des militants d'ultra-gauche et surtout des militants qui vont avoir un discours
islamistes ou des liens avec des organisations terroristes qui ont bénéficié d'accès privilégié à des salles municipales. Dans mon livre, et c'est déjà dans le précédent ouvrage, je consacre une bonne partie à la Semaine des Coloniales, qui est un événement qui se tient à Ivry-sur-Seine chaque année, dans une salle municipale. Cette année, je ne vous cache pas moi-même que j'ai été assez ébahie. On a atteint un stade un peu supérieur. J'y suis allée évidemment sous couverture. À cette soirée-là, qui était co-organisée par Urgence Palestine et Samidoun. On était en plein dans l'attente de savoir ce qui était arrivé à Yahya Sinwar, l'un des chefs du Hamas. À ce moment-là, nous ne savions pas s'il avait été ou non assassiné. Et donc, ce qui mettait vraiment dans un état de détresse profonde les militants qui, quand ils ont appris son décès, nous lui avons rendu hommage dans cette salle municipale. Il y avait donc le porte-parole de Samidoun, Adel, que je cite dans mon ouvrage. Adel, que l'on peut également retrouver à de nombreuses reprises dans d'autres salles municipales, notamment pour soutenir M. Elias Dimzalen, aux côtés d'un député de la France Insoumise, et aussi de collectifs comme les Soulèvements de la Terre, qui sont des collectifs écologistes radicaux, qui donc arrivent tous à s'unir et à faire cette convergence des luttes en soutien à M. Dimzalen. Dans le cadre de la Semaine des Coloniales à Ivry-sur-Seine, je donne la date dans mon ouvrage si besoin, c'était en 2024, il a été scandé par Leïla, qui est une des porte-paroles d'Urgence Palestine. L'essence même de la résistance, vous tuerez 10 de nos hommes pour chacun de vos hommes que nous tuerons, mais c'est vous qui finirez par vous lasser. Vous tirez sur un chef et il tombera en martyr, et nous aurons 10 autres candidats. 10 combattants martyrs tomberont, 1000 autres s'enlèveront. Vous pouvez tuer la tête, vous ne couperez pas la résistance de son sol. Les Palestiniens résisteront jusqu'au bout. Voilà. Donc le détail de son discours dans cette salle municipale est retranscrit dans mon ouvrage, mais pour les besoins de l'enquête et pour pouvoir prouver la connexion notamment financière entre ces collectifs, j'ai tenu à faire un don à Samidoun par carte bleue, et ils m'ont spécifié qu'il fallait que je fasse ce don sur le stand d'Urgence Palestine parce qu'il faisait compte et finances communes. Donc c'est important parce que, en l'occurrence, Samidoun était aussi très lié au collectif Palestine Vaincra à Toulouse. Et ce collectif a été dissous. Il y avait déjà eu une demande de dissolution avant le 7 octobre en 2022 qui a été confirmée devant le Conseil d'État en 2025. Et pourtant, Samidoun est étroitement lié aussi à ce collectif. En l'occurrence, Samidoun, on les retrouve, donc, comme je vous le disais à l'instant, à Toulouse, connectés à des figures municipales locales, aussi à un député de la France Insoumise. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir les connexions entre Samidoun et la République islamique d'Iran. Dans le cas de Samidoun, le 4 octobre 2024, la coordinatrice internationale de Samidoun a reçu le 8e prix des droits de l'homme islamique et de la dignité humaine à Téhéran, en Iran. La question de cette convergence des luttes aussi entre figure islamiste, elle est importante, puisque dans le cadre de cet ouvrage, j'ai beaucoup travaillé sur un influenceur, un agent d'influence lié à la République islamique d'Iran, qui s'appelle Shahin Azami, 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, tout confondu. Ce jeune homme sera jugé en 2026 pour les propos qu'il a tenus. Et en l'occurrence, dans cet ouvrage, je tenais à montrer les liens que celui-ci entretient avec des députés français, mais en l'occurrence, je ne sais pas si vous souhaitez que je donne ou non les noms. En tout cas, tout est documenté dans l'ouvrage, chacun des les webinaires qu'ils peuvent avoir ensemble. Et également, ce qui est important de préciser, c'est que Shahin Azami, cet influenceur, s'est rendu à plusieurs reprises au cœur de la monarchie avec Kémy Séba. Kémy Séba, qui est une figure qui a été accusée d'antisémitisme, de racisme, qui a perdu, il a une déchéance de nationalité française. Et en l'occurrence, il l'a emmené en République islamique d'Iran. Il était également à l'enterrement aux funérailles d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Il a fait à de très nombreuses reprises l'éloge public et sur ses réseaux sociaux auprès de ses abonnés très jeunes de son soutien à la lutte armée. Et celui-ci donc a fait la promotion, là cette année à Villeneuve-Saint-Georges, un événement qui s'appelle le Gala Al-Quds. C'est important parce que c'est en référence
au Al-Quds Day. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je vais éclairer pour les besoins de l'Assemblée, si tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est le jour Al-Quds. C'est très important. C'est la journée internationale Al-Quds qui a été instaurée par l'ayatollah Khomeini et qui est censée, pour les musulmans, être dédiée à la, je cite, cause palestinienne. En l'occurrence, l'idée de l'ayatollah Khomeini était d'appeler tous les musulmans du monde et tous les États islamiques à s'unir pour couper les mains du régime occupant d'Al-Quds et de ceux qui les protègent. Et il demandait à tous les musulmans du monde de sélectionner comme la journée Al-Quds, le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan. Et donc cette année, cet événement qui se tient déjà de plusieurs années, a été organisé à Villeneuve-Saint-Georges, soutenu par ce Chahine Azami, dans une salle privée où des députés de la France Insoumise, que je ne nommerai pas, ont déjà tenu des meetings politiques. Voilà. Je ne sais pas si du coup vous souhaitez que je continue sur des exemples concrets de... Oui, je pense que c'est important effectivement qu'on ait ces exemples, si vous voulez bien. Très bien. Dans le cadre d'une de mes nombreuses immersions aussi dans des manifestations, j'ai participé donc à cette fameuse rencontre Place de la Nation où monsieur Elias Dimzalen a tenu à faire un appel à l'intifada de Paris à Gaza. Dans le livre, je documente l'entièreté des personnalités politiques présentes, députées mais aussi sénatrices. Une sénatrice d'un autre parti, pas que LFI en l'occurrence, Europe Écologie Les Verts, mais son nom est mentionné dans l'ouvrage. Ce qui était important aussi, c'est qu'au-delà des appels à faire l'intifada de M. Dimzalen, peu avant, il y avait des discours, à l'instar d'Omar Al-Soumi, le porte-parole d'Urgence Palestine, qui avait proposé à tous les manifestants, desquels je faisais partie, tour à tour, il listait des noms de villes palestiniennes et nous devions crier le mot « résistance » pour appeler à soutenir la résistance armée sur le territoire palestinien. Et ça s'est déroulé donc place de la Nation lors de cette manifestation. Voilà. Si on fait encore un tour un petit peu de France, j'ai beaucoup travaillé sur le cas de la ville de Strasbourg. En l'occurrence, la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, a reçu énormément de pression de la part des militants palestiniens locaux lors de manifestations pour qu'elle mette fin au jumelage historique de la ville de Ramat Gan en Israël et de la ville de Strasbourg. Ces pressions s'exerçaient par des manifestations, dont une à laquelle j'ai participé. En l'occurrence, l'idée était de huer et avec des haut-parleurs, avec un camion notamment floqué en soutien à la résistance palestinienne, et de scander dans les rues de Strasbourg contre ce qu'ils appelaient le jumelage de la honte. Et en l'occurrence, lors de cette manifestation, nous nous sommes rendus devant le McDonald's de Strasbourg pour pouvoir appeler au boycott de McDonald's et de hurler sur des familles et des enfants qu'ils mangeaient la chair des enfants palestiniens, puisque McDonald's fait partie de la liste boycott des investissements sanctions, BDS, qui est soutenue aussi par des partis politiques en France. Voilà. Je vais continuer les exemples. Je pense qu'on peut parler de Toulouse avec le collectif Palestine Vaincra, certes qui a été dissous, mais il est important de spécifier que Palestine Vaincra et Samidoun ont exercé un entrisme au sein de la faculté Toulouse-Jean Jaurès, comme je le révèle dans mon ouvrage. Je spécifie dans l'ouvrage les figures politiques qui ont appelé à ce que ce collectif ne soit pas dissous et qui l'ont soutenu malgré tout. Et pourtant, ceux-ci ne sont pas empêchés d'appeler notamment à libérer la Palestine de la mer au Jourdain. Un appel qu'ont signé des députés de la France Insoumise, du coup que je ne nommerai pas non plus, et qui ont appelé également à soutenir Georges Ibrahim Abdallah. Je vais parler d'une autre municipalité encore, à Fontenay-sous-Bois. Lorsque j'ai travaillé sur Samidoun, j'ai pu constater qu'ils ont participé à un tournoi de football qui était prétendument en soutien à Gaza, où des militants de Samidoun, le visage masqué par des kéfiers, ce qui permet de les reconnaître, mais ils ne s'étaient pas cachés d'être de Samidoun, ont vêtu les enfants en soutien à la résistance palestinienne et ont appelé dans ce tournoi de football, qui était donc dans un endroit public,
liés à la municipalité à justement soutenir la résistance palestinienne. Et ça, c'est très commun chez Samidoun d'appeler, moi, lors d'événements, je les liste dans le livre, dans des salles municipales, comment ceci encourage notamment les enfants à écrire des lettres, par exemple, aux martyrs, à faire des dessins pour les martyrs. Ils ciblent vraiment particulièrement les enfants et, comme je vous disais aussi, les étudiants. Voilà. Peut-être si vous avez des questions pour relancer. Merci pour ces propos liminaires. Je vais donc inviter le rapporteur à poser ses questions. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Bussigny, pour votre présence courageuse. Vous n'avez pas demandé le huis clos sur cette audition, preuve que vous voulez rendre un témoignage public qui serve l'intérêt de notre nation. Comme Omar Youssef Souleymane, que nous avons reçu la semaine dernière, vous dénoncez la participation de certains élus de la République à des manifestations dans lesquelles des islamistes notoires tiennent un rôle important. À votre sens, est-ce que c'est une participation de certains élus avec un but électoraliste pour aller chercher l'électorat musulman en surfant sur la vague des malheurs des Gazaouis, ou est-ce que c'est quelque chose de plus structurant ? Sachant qu'on observe lors de nos auditions un certain antagonisme, c'est-à-dire que les services de l'État disent que oui, il peut y avoir quelques connivences, mais ce n'est jamais structurant. Alors qu'on a l'impression, quand on écoute les auteurs, il y a quand même des connivences qui sont très rapprochées entre certains élus et ces mouvances islamiques. Alors, effectivement, j'ai emmené M. Souleymane dans plusieurs manifestations où je me rendais. Je lui ai proposé de venir avec moi. Donc, on en a couvert plusieurs ensemble. Je les cite dans mon ouvrage. Déjà, tout à l'heure, quand j'ai cité des figures comme Roya Boutelja, Elias Zimzalem ou Sam Zelka, tous ne se cachent pas de dire qu'ils investissent et qu'ils ont comme projet d'investir un parti politique, précisément la France Insoumise, parce que même si, je cite encore une fois, selon eux, monsieur Jean-Luc Mélenchon pourrait être, encore une fois, je cite, islamophobe, c'est ce dont ils l'accusent en tout cas, ils estiment que la France Insoumise est le parti qui pourrait défendre le mieux leurs intérêts. Et c'est ce qui est longuement cité dans mon ouvrage, je cite chacun. Et vous pouvez d'ailleurs, là en l'occurrence, c'était des sources ouvertes, c'est des archives que j'ai pu moi-même retrouver en écoutant des discours. Donc en tout cas, du côté de certains partis politiques, certains collectifs, certaines figures militantes, oui, il y a un côté structurel et une ambition en investissant dans un parti politique, même s'ils ne sont pas d'accord avec tout. Et surtout, ils vont investir, comme vous le disiez, sur certains candidats, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'entièreté des candidats, l'entièreté des figures politiques, mais certaines vont agir comme élément un petit peu de réconciliation. C'est le cas de la figure de Madame Hassan, dont on reviendra tout à l'heure, parce que j'ai beaucoup travaillé à son propos, qui, elle, est vraiment un exemple parfait, puisque d'après ses militants, elle est la plus vertueuse, elle est celle qui est la plus radicale et qui fait le plus avancer la cause. De l'autre côté, en face, comme moi j'ai plus cet engagement du côté militant, je ne veux pas parler au nom de tous les partis politiques, je ne peux pas les accuser de séduction électoraliste, même si on peut se poser la question encore plus récemment quand on voit que des figures politiques ne semblent pas se réjouir des accords de paix qui ont lieu entre Israël et le Hamas, voire même qui appellent, je cite encore une fois, Place de la République, à continuer à faire pression sur le gouvernement français, à continuer à maintenir des manifestations. Donc, en l'occurrence, on se pose la question de savoir si il n'y a pas une volonté de maintenir des braises brûlantes, les plus brûlantes possibles, en tout cas chez la jeunesse, parce qu'au-delà de la question de vouloir séduire un électorat musulman, il y a aussi une stratégie qui est de miser sur la jeunesse, et c'est vraiment le cœur de mon livre. C'est pour ça qu'il y a eu un tel investissement de très nombreux campus. Tout à l'heure, j'espère qu'on pourra revenir sur un collectif lié aux frères musulmans qui investit les campus et qui reçoit des personnalités politiques. Mais l'idée était réellement d'instaurer un intifada dans les campus, et c'est pour ça que de nombreuses personnalités politiques que je cite dans l'ouvrage encourageaient les étudiants à bloquer leurs facultés, encourageaient leurs étudiants à mettre le chaos sur leur campus. Donc, au-delà de l'électorat musulman, je pense que c'est toute la jeunesse qui est une cible, déjà pour l'échéance de 2026 des municipales, puis de 2027.
Merci. Puisque vous êtes sur les jeunes, on va y rester. Donc, de nombreux jeunes participent à ces manifestations, partant du bon sentiment, souvent, qui peut être tout à fait légitime, de vouloir protéger la population civile de Gaza. Leur critique d'un gouvernement, celui de Benyamin Netanyahou, est souvent récupérée, amplifiée, déformée par les mouvances islamistes pour propager une haine des juifs, plus générale. Comment créer une frontière hermétique chez nos jeunes entre le fait de critiquer l'action temporaire d'un État et verser dans l'antisémitisme? Alors déjà, avec une confusion basique, c'est la confusion des définitions. En l'occurrence, j'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de jeunes sous couverture et aucun n'a été capable de me donner la définition claire et précise du mot sioniste, alors même qu'il venait juste avant d'hurler « sioniste fasciste, c'est vous les terroristes », qui est un des slogans qu'on scandait beaucoup en manifestation. Pour eux, un sioniste, c'est quelqu'un qui soutient le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Et donc, ils vont accuser... les sionistes, donc il y a des sionistes et des complices du sionisme en France, qui pour eux vont être des figures. Et c'est intéressant parce qu'ils font le distinguo entre sionistes et complices du sionisme, et en l'occurrence du sionisme. Et en l'occurrence, les complices du sionisme sont non-juifs. Moi, j'en fais partie, j'ai été accusée d'être une complice du sionisme, et les sionistes sont toujours juifs. Et j'ai recueilli, donc, comme je le spécifiais pour ce livre, beaucoup de témoignages, notamment de militants LGBT, de militantes féministes, qui racontent le fait que, justement, en tant que juives, au sein des luttes... au sein de leur lutte progressiste, elles devaient doublement montrer patte blanche et s'assurer en tant que juives, assurer qu'elles étaient contre l'existence de l'État d'Israël, donc non pas seulement contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou, elles devaient apporter énormément de caution dans leur engagement pour la lutte palestinienne et la lutte palestinienne armée surtout, et tout ça parce qu'ils et elles étaient juifs. Et en l'occurrence, moi j'ai retrouvé en immersion des tropes antisémites qui sont les mêmes, sauf qu'en remplaçant le mot juif par le mot sionisme. C'est le cas notamment lors d'une formation avec Urgence Palestine, à laquelle j'ai participé sous couverture, où ils nous ont très clairement expliqué qu'il y avait un complot sioniste en France, que les sionistes détiendraient les médias, auraient infiltré le gouvernement, auraient infiltré nos institutions démocratiques. Et ça, c'est vraiment des tropes antisémites basiques qu'on retrouve d'ailleurs depuis historiquement toujours à l'ultra-droite aussi. C'est important de le rappeler, évidemment. Merci. Selon vous, les élus présents à ces manifestations sont-ils des éléments facilitateurs de cet amalgame, développant un fort sentiment d'antisémitisme dans la jeunesse de notre pays, et du coup des éléments facilitateurs d'un séparatisme au sein même de notre nation? Je vais répondre encore une fois par des faits. Dans le cas de Madame Hassan, elle a été reçue... Elle a été reçue à Sciences Po en mars 2024. En l'occurrence, elle n'était pas encore élue à ce moment-là. Et juste après, je le raconte dans mon livre, grâce à de très nombreux témoignages d'étudiants, de professeurs et de membres de la direction de Sciences Po, comment sa présence, la conférence qu'elle a donnée avec M. Ronnie Broman, a été l'allumette qui a déclenché l'embrasement au sein de Sciences Po à Paris. Notamment, juste après, on peut voir, après sa venue, qu'une étudiante juive a été refusée d'entrer dans un des campus qui avait été pris en blocus par les militants et les collectifs de Sciences Po, au cri de « c'est une sioniste », elle ne peut pas rester, en tout cas, excusez-moi, je retranscris les termes exacts, évidemment, qui ont été scandés et ce qui la concerne dans mon ouvrage. Et donc, en l'occurrence, ces élus politiques, quand ils participent à toutes ces manifestations, à toutes ces rencontres, ils sont des cautions républicaines et ils sont des cautions étatiques à des mouvements révolutionnaires. C'est le cas lorsque je cite un député de la France Insoumise qui vient à une soirée de soutien à M. Elias Dimzalen avec les soulèvements de la terre et avec Samidoun dans une salle municipale. Mais c'est le cas aussi quand on a énormément d'élus de la République, place de la Nation, quand M. Elias Dimzalen conclut le rassemblement en appelant à faire l'intifada. Et les exemples sont très nombreux. Comme ils apparaissent comme des cautions, ils peuvent permettre à ces militants de se dire si eux ne réagissent pas quand nous sommes en train de pousser le bouchon, nous n'avons donc pas de limite. Et c'est après, quand les médias vont s'emparer de certains moments, quand ils vont décrire ce qui va être de l'apologie du terrorisme, eux vont ne pas le percevoir ainsi, puisqu'ils vont se dire, ils étaient là, ils ne disaient rien. Je retranscris beaucoup de manifestations et de rencontres, même parfois très confidentielles, dans la rue, dans des squats, etc., où il y a des élus, où on scande quand même « Vive la résistance armée »,
et ces élus ne tressaillent pas, ne disent strictement rien. Donc il n'y a pas de contestation, et ce qui devient une légitimation républicaine. Merci. Dans votre ouvrage, vous mettez en avant une convergence des luttes autour de la cause palestinienne entre des associations paraissant pourtant totalement antagonistes, comme les associations LGBT, féministes, etc., qui seraient certainement persécutées par le Hamas si elles étaient dans Gaza. Vous avez observé lors de certaines participations à ces manifestations l'exclusion, par exemple, de féministes juives et la naissance d'un antisémitisme important au sein même de ces associations. Il n'est pas rare que ces associations soient subventionnées par des collectivités territoriales ou par l'État. Dès lors, pourriez-vous nous indiquer quelles associations féministes, LGBT, etc., vous paraissent avoir dangereusement dévié? Et ces associations soutiennent-elles un ou des partis politiques en particulier? Alors, dans mon livre, je fais une liste déjà de personnalités, de collectifs féministes, LGBT, ou certaines figures. Je ne veux pas mettre non plus tous les membres de ces collectifs et des associations dans le même sac, donc à chaque fois, je les liste. En l'occurrence, dans les associations LGBT, je citais à l'époque dans mon livre, mais il n'est plus président aussi, il est plus président depuis peu, l'ex-président de l'association mythique historique ACT UP, qui vient soutenir une cause extrêmement importante qui est la lutte contre le VIH. Et en l'occurrence, je citais les déboires qu'il y a eu au sein d'ACT UP, mais en l'occurrence, il n'est plus président depuis peu et des changements semblent se mettre en place en interne. Donc c'est tant mieux en l'occurrence. Je parle aussi quand même du collectif Nous Toutes, qui est un des plus gros collectifs féministes en France. Celui-ci organise notamment chaque année les événements féministes le 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes et le 25 novembre. Et je raconte comment Nous Toutes n'a pas hésité à défiler déjà avec Samidoun et avec Urgence Palestine. Et surtout, comment le 8 mars 2025, et ça c'est important, c'est un passage très important du livre, parce que ce 8 mars 2025, c'est ces organisations qui agissent en ce qu'ils appellent interorga. C'est important parce que ça s'est mis en place depuis peu, c'est l'idée de dire on va agir sous la forme d'une horizontalité. Tous les collectifs sont décisionnaires et ensemble nous allons co-organiser les manifestations. C'est pour ça que ça a donné lieu à un vrai entrisme radical de collectifs comme Urgence Palestine et Samidoun, qui ont décidé, ce qui était déjà présent depuis le 25 novembre 2023, mais ça a atteint vraiment un point de non-retour il y a peu, d'interdire l'événement au collectif, je cite, sionistes fascistes, et en l'occurrence de faire un vrai blocage. Ils nous ont distribué, moi j'étais avec des membres de Samidoun, quand ils distribuaient des petits papiers dans la manifestation en disant « vous ne démarrez pas la manifestation tant qu'elles sont là ». Et là, ils ciblaient particulièrement le collectif « Nous vivrons », et aussi leurs alliés, en l'occurrence le collectif Femmes Azadi, collectif de femmes iraniennes qui ont courageusement soutenu les féministes de Nous Vivrons. Et en fait, c'est même aller plus loin, puisque moi, je me suis mise dans cette manifestation au niveau du blocus qu'ils mettaient en place. Et c'est là qu'a éclaté un incident très violent visant un élu, monsieur le député Jérôme Guedj, qui a été agressé par les militants sur place qui lui ont foncé dessus au cri de « sale sioniste, c'est un sioniste ». Ils l'ont poussé, il était contre les barricades. Tout ça parce qu'en fait, il tentait de se frayer un chemin pour pouvoir rejoindre les collectifs Nous Vivrons et Femmes Azadi. Donc il a réussi à s'en sortir, non sans heurts. Mais moi, j'ai pu lui fournir les vidéos de cette agression parce que bon, j'ai pas pu intervenir puisque je n'étais pas en posture de pouvoir me démasquer, mais j'ai filmé la violence. Et ça, dès le 8 mars 2024, on a vu le collectif Nous Vivrons qui recevait des tessons de bouteilles, des jets d'œufs et des insultes, et heureusement qu'ils étaient protégés, je le précise, par le SPCJ et non pas par la LDJ, parce qu'ils ont été accusés à tort par des députés, notamment d'avoir été protégés par la LDJ, alors que ce n'était absolument pas le cas. Ça a été vérifié depuis. Donc, elles ont reçu notamment des bouteilles. On peut voir dans une photo, moi je l'ai contacté, il n'a pas souhaité me répondre. On peut voir monsieur Omar Al-Soumi, porte-parole d'Urgence Palestine, prendre une bouteille et la jeter à l'encontre des manifestantes et des féministes juives.
Merci. Et pardon, je vais donner un dernier exemple, excusez-moi, parce qu'un exemple de subvention, je pense qu'il est important de le rappeler. Dans mon livre, je consacre un gros passage à Madame Louisa Yousfi. Louisa Yousfi est militante chez Parole d'Honneur, je ne peux même pas appeler ça un média, mais qui est co-dirigé par Ouria Boutelja. Et en l'occurrence, Louisa Yousfi, dès le 7 octobre, elle ne s'est absolument pas cachée sur ses réseaux sociaux, elle est suivie par près de 15 000 personnes, son soutien à la résistance armée. En l'occurrence, Madame Louisa Yousfi a bénéficié d'une résidence d'1 an à la Villa Médicis. Une résidence d'1 an, c'est quand même minimum 42 000 € d'argent public. Et elle a pu en profiter au détriment d'autres auteurs ou autrices qui n'ont pas été sélectionnés. Là-bas, en direct à la Villa Médicis, elle a fait de l'apologie du terrorisme, puisqu'elle a porté le deuil sur ses réseaux sociaux de figures du Hamas. Et surtout, elle a pu profiter de ce séjour en Italie payé par le contribuable pour pouvoir faire venir Madame Ouria Boutelja et qu'elle fasse ensemble une belle tournée de l'Italie et des soutiens aux mouvements pro-palestiniens et antisionistes locaux. Merci. On va rester sur Samidoun. Rappelons donc que Samidoun a été interdit en Allemagne, aux États-Unis et au Canada, Pays-Bas aussi. Aux Pays-Bas, dont les services estiment qu'ils entretiennent des liens organiques avec le Front populaire de libération de la Palestine, qui, rappelons-le, est inscrit sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Quel a été le rôle concret de Samidoun dans les manifestations auxquelles vous avez participé? Quel a été leur impact? Avez-vous observé des connivences entre certains élus présents et les membres de cette association? Alors oui, bien sûr, avec plusieurs élus. Je les cite dans mon ouvrage, du coup on ne va pas les citer ici, mais avec plusieurs élus de partis politiques. Samidoun est monté en puissance. Au début, en France, il n'était pas très présent. Ils ont réussi peu à peu, grâce à Urgence Palestine et grâce au collectif Palestine Vaincra, à se faire une place au sein des luttes. Je les ai retrouvés à Sciences Po. Lors des blocus et des manifestations, ils étaient sur place, dans les locaux, notamment, et après aux côtés de députés politiques venus soutenir les mouvements de mobilisation estudiantin. On les retrouve, donc évidemment, ils ont un accès assez fou à de nombreuses salles municipales où ils peuvent organiser donc ces rencontres et même ces soutiens aux martyrs, ce que je vous citais tout à l'heure. Et Samidoun, ce qui est assez intéressant, c'est que moi je suis toujours sur leur book Telegram, en tout cas je l'étais il y a quelques jours, et je suis allée vérifier pour voir ce qu'ils pensaient des fameux accords de paix, et ils qualifient l'autorité palestinienne d'autorité palestinienne traîtresse. Et il les appelle à soutenir la résistance armée contre l'autorité palestinienne en l'occurrence. Donc on a ici la preuve que c'est une organisation, enfin la preuve, mais il y en a tellement, dans l'ouvrage je les liste, et je liste notamment leur influence à l'Université libre de Bruxelles, sur le campus de Toulouse Jean Jaurès, etc. Mais on a ici la preuve qu'ils ne soutiennent donc pas la question palestinienne, mais bel et bien la résistance armée. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Merci. Certaines universités ont été mobilisées pour participer à ces manifestations. Quels ont été, selon vous, les vecteurs de cette mobilisation? Alors déjà, en fait, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à Bruxelles, encore une fois, l'Université libre de Bruxelles, où pour moi, là, on atteint des sommets, mais ça ne nous concerne pas, nous ici en l'occurrence, mais les connexions sont importantes. On a des collectifs extérieurs, c'est le cas à Strasbourg, des collectifs palestiniens locaux, je les cite à chaque fois pour chaque ville, qui vont avoir une influence et un soutien sur les étudiants, intra-université. Je le raconte notamment dans le livre sur le campus, encore une fois, Toulouse Jean Jaurès, comment, grâce à des étudiants de l'UEJF, ils se rendent compte comment des listes d'étudiants et de collectifs étudiants matchent avec des listes de militants de Palestine Vaincra ou encore de Samidoun. Et ça, on le retrouve beaucoup parce qu'il y a des étudiants qui rejoignent ces mouvements, Urgence Palestine, Samidoun, Palestine Vaincra, etc. Donc il y a un soutien extérieur, validé et approuvé par des personnalités politiques que je cite dans le livre, et on va avoir aussi un soutien intérieur par ces étudiants. Et il y a aussi, c'est important de le rappeler, des soutiens internationaux, et je pense que c'est peut-être le moment de parler de Students for Justice in Palestine, sur lequel j'ai beaucoup enquêté. C'est pour ça que je me suis rendue sur le campus de Columbia aux États-Unis, parce que ces mouvements d'intifada estudiantins
partent quand même des États-Unis, mais on les retrouve en France dans plusieurs campus. Students for Justice in Palestine a été créé en 1993 à Berkeley par Hatem Bazian. Hatem Bazian, il est professeur de droit islamique et lui, il ne se cache pas de soutenir l'équivalent des frères musulmans américains, c'est le Council of American Islamic Relations. Et donc, ce monsieur a créé Students for Justice in Palestine, dont on retrouve une antenne à Sciences Po qui s'est créée peu après le 7 octobre et qui a permis à Madame Rima Hassan d'intervenir au sein du campus. Et donc, Students for Justice in Palestine, dès le 7 octobre, produisait ce qu'ils ont appelé une boîte à outils à destination de tous les étudiants pour leur expliquer à quel point les actes du Hamas étaient légitimes et nécessaires et quels étaient les arguments si on tentait de leur dire qu'il y avait eu lieu un pogrom, qu'il y avait une agression une organisation terroriste, etc., comment ils ne devaient pas se laisser influencer. Et donc, dans le cas de Students for Justice in Palestine, c'est eux qui ont co-organisé les mouvements de manifestation à Sciences Po, de blocus extrêmement violents. Et donc, en l'occurrence, c'est eux qui ont reçu Madame Rima Hassan. Merci. Alors, vous affirmez qu'il existe, je vous cite, une véritable infiltration de la mouvance islamiste dans toute la société française grâce à l'aide efficace, réfléchie, programmée de la gauche radicale. Pouvez-vous nous expliquer comment se manifeste cette infiltration et quelle est l'aide apportée, selon vous, par la gauche radicale? Et d'autres mouvements politiques sont-ils concernés? Oui, alors déjà, je pense que c'est le moment pour moi de parler de collectifs qui ont été reçus au Parlement européen, de collectifs qui s'appellent le FEMISO. FEMISO est donc le Forum des organisations européennes musulmanes et des jeunes étudiants, qui a été créé par la Fédération des organisations islamiques en Europe, qui est une représentation européenne des frères musulmans. FEMISO a été reçu au Parlement européen par Madame Rima Hassan, tout comme un autre collectif sur lequel j'ai beaucoup travaillé, le collectif LALAB, qui est un collectif qui se veut de lutte contre, je cite, l'islamophobie, par le prisme notamment du féminisme. Et eux aussi ont été reçus au Parlement européen par Madame Rima Hassan. Dans le cadre de mes enquêtes, j'ai pu prouver comment LALAB a été co-créé par Atika Trabelsi, qui elle-même a séjourné à l'IESH. Elle y a vécu une partie de sa vie, puisque son père travaillait là-bas, a été étudiant à l'IESH. L'IESH, qui est un institut qui vient d'être dissous par le gouvernement, parce qu'il a formé pendant plus de 30 ans des figures fréristes, des aumôniers, des imams, dont des personnes qui seraient parties faire le djihad. Et donc, ces deux collectifs-là, par exemple, ont été reçus au Parlement européen. On peut prendre aussi l'exemple de Shahin Azami, comment celui-ci, cet influenceur, agent d'influence de la République islamique d'Iran, a pu participer à des webinaires avec des élus de partis politiques, comment celui-ci est même liké sur ses réseaux sociaux quand il va, par exemple, diffuser un jet de faux sang sur la façade de Sciences Po par Rima Hassan, et comment celui-ci est soutenu et connecté par différentes figures politiques. Le problème, c'est que j'aimerais vous répondre plus dans le détail, mais il me faudrait pour cela donner des noms. Je ne vais pas le faire parce que vous ne le souhaitez pas, je vais respecter ce que vous spécifiez. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est comment des collectifs, notamment une organisation dissoute, le collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, qui a été dissous il y a quelques années, mais qui là est accusé de reconstitution d'organisation dissoute sous le sigle du CCIE, a été jusqu'à être invité à l'Assemblée nationale par un élu de la France insoumise, mais il n'est pas soutenu que par cet élu-là. D'autres élus, notamment de la France insoumise, soutiennent, ils ne se cachent pas vraiment de soutenir le CCIE, qui est notamment a quand même été étroitement lié à la cabale qui a visé Samuel Paty. Je peux prendre aussi un autre exemple, Madame Myriam Aboudaka, militante du Front populaire de libération de la Palestine, qui a reçu une invitation à l'Assemblée nationale de la part d'une élue de la France insoumise. J'aimerais encore une fois vous donner beaucoup d'exemples, j'en ai des pages entières, mais je vous les remettrai évidemment après, dans le détail, avec évidemment toutes les preuves, puisque j'ai travaillé majoritairement en source ouverte.
Je regarde s'il y a des choses. Je vais quand même parler d'autres partis politiques, c'est important parce qu'il y a des listes que je donne. Il y a notamment Europe Écologie Les Verts. Vous aurez la liste des figures sur lesquelles j'ai travaillé, qui ont des accointances avec des organisations qui promeuvent un islam radical. Je fais bien attention, évidemment, aux termes que j'emploie pour ne pas qu'il y ait qu'on n'amalgame pas évidemment la communauté musulmane. Des membres d'Europe Écologie Les Verts, j'ai quand même quelqu'un qui est un ancien LREM et un ancien membre de la des Républicains aussi. Voilà. Donc je vous donnerai je ne peux pas vous donner les noms ici, je respecte ce que vous souhaitez, mais je vous donnerai les détails de liens notamment avec le feu Miso, qui est cité quand même dans le rapport des frères musulmans. Je vous donnerai des liens avec d'autres associations, l'UOIF, quand même, qui a été qui est une émanation des frères musulmans. Voilà. Donc effectivement, il n'y a pas que la France insoumise, il y a d'autres partis politiques, même s'ils vont être peut-être plus minoritaires, en tout cas dans l'enquête que j'ai menée et les preuves que je détiens. Voilà. Merci. Alors, dans le chapitre 12 de votre ouvrage, vous revenez très particulièrement sur la situation de Rima Hassan. Quel lien lui attribuez-vous avec des individus ou groupes de la mouvance islamiste ? Et de quels éléments disposez-vous pour prouver ces liens ? Alors, en l'occurrence, comme je vous disais tout à l'heure, le feu Miso, là, il n'y a pas plus clair. On peut se référer évidemment aussi au travail qui a été mené dans le rapport sur les frères musulmans, qu'elle a quand même invité au Parlement européen. L'ALAB, en l'occurrence, je citais tout à l'heure les membres de l'association l'ALAB, dont l'une des cofondatrices. Alors, l'ALAB, je vais aussi rentrer dans le détail parce qu'elle les a reçus en grande pompe, mais l'ALAB, au-delà d'avoir été cofondée par quelqu'un qui a résidé, qui a passé une partie de sa vie au sein de l'IESH, l'ALAB met quand même en lumière des figures très problématiques. Je cherche juste mes notes, excusez-moi. Voilà, alors, déjà dans le cas de l'ALAB, qui maintenant s'est érigé en porte-étendard de la cause palestinienne, a fait la promotion de plusieurs figures féministes islamiques. Alors le féminisme islamique date pas d'hier. Déjà dès 2003, Tariq Ramadan incitait vraiment les femmes à investir la question féminine, justement pour pouvoir surfer sur la question de dire qu'il y aurait, je cite, une islamophobie dans le fait d'interdire aux femmes de porter le voile. Et en l'occurrence, dans le cas de l'ALAB, elles ont mis en avant et soutenu plusieurs figures qui se disent féministes. On a notamment Meherdia Labidi, qui est une ancienne députée du parti islamiste tunisien Ennahda, issue des frères musulmans. On a alors Asma Lambaret, qui a écrit un ouvrage préfacé par Tariq Ramadan, où dedans elle a été accusée de légitimer certaines violences conjugales. Zahra Ali, théoricienne du féminisme islamique, etc., etc. Donc ce collectif-là a été reçu au Parlement européen. Rima Hassan, j'ai également révélé l'année dernière qu'elle a participé à une manifestation pro-Hamas en Jordanie, dans un article pour Le Point. Je reviens dans le détail sur cet article dans mon livre. Je cite comment j'ai pu repérer dans cette manifestation la radicalité, puisqu'elle avait tenté de la masquer en l'occurrence. Et surtout, je pense, Rima Hassan, donc, il y a Student for Justice in Palestine dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a aussi ses likes à Shahin Azami, agent d'influence de la République islamique d'Iran. Et même tout simplement, je pense dans le cas de Rima Hassan, il faudrait juste regarder la publication qu'elle a faite il y a 2 jours, où elle a mis one by one en faisant référence à un article qui explique comment le Hamas tue chaque gang palestinien, civil quand même palestinien, accusé d'être des ennemis de l'organisation armée. Voilà. J'explique aussi dans le livre comment Rima Hassan, par le doxing qu'elle a pu faire, a mis en danger des figures comme d'élus locaux, comme Pernelle Richardot, élu socialiste à Strasbourg, qui a été placé sous protection fonctionnelle, qui a témoigné dans mon livre, notamment par la pression qu'elle peut exercer, par le biais aussi, le soutien des collectifs pro-palestiniens locaux. Voilà.
Merci. C'est donc aux questions de nos collègues, en commençant par Madame Le Grip, et ensuite, Madame Yadan, Madame Le Grip, Madame Yadan, Monsieur Dragon, Madame Branger. C'est notre... Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Madame, d'être devant nous aujourd'hui. Bravo pour votre courage, je le dis sans embâche, et pour votre engagement. Votre bouquin que j'engage vraiment chacun à lire, hein, voilà, promotion tout à fait désintéressée, est absolument passionnant et angoissant en même temps. Mais il faut toujours regarder la réalité en face, surtout quand on a... l'adversité à affronter. Vous décrivez très bien et de manière extrêmement argumentée, extrêmement documentée, extrêmement sourcée, donc de mon point de vue assez inattaquable, la convergence des luttes. Vous parlez de ce qui a amené cette convergence des luttes et l'ennemi commun qui fédère, entre guillemets, hein, qui et maintenant le juif, le sioniste, d'où le titre « Les nouveaux antisémites ». Mais en réalité, on voit bien que tout ce que vous décrivez, tout ce que vous exposez va bien au-delà de... Même si à soi seule, cette cause est déjà extraordinairement engageante, bien sûr, bien au-delà de la lutte contre l'antisémitisme galopant qui gangrène notre société. C'est contre toutes nos valeurs républicaines, l'universalisme, l'idée même que l'on se fait d'une république laïque, universaliste, protectrice des droits des femmes et des libertés individuelles qui est en cause. Je voulais vous demander, au-delà de tout ce que vous écrivez, de tout ce que vous nous dites cet après-midi, au fond de vous, quel est le véritable intérêt ou le véritable objectif de tous les élus de la gauche radicale, particulièrement ceux qui appartiennent à la France insoumise, pour être dans cette accointance, cette complaisance, cette connivence? Par-delà l'intérêt purement électoraliste de draguer, et faire même plus que draguer les voix des musulmans de France, ce qui est par ailleurs extrêmement méprisant de mon point de vue et extrêmement dégradant. Mais voilà, par-delà le cynisme électoral, l'opportunisme électoral, le fait de vouloir gagner des places fortes des mairies, peut-être pourquoi pas d'autres échéances électorales, et donc d'être dans cette façon du clientélisme le plus éculé qu'on connaît dans notre pays depuis longtemps. Est-ce qu'il y a, à votre avis, dans cette convergence d'intérêts, autre chose? Est-ce que c'est la vision révolutionnaire portée par la France insoumise qui fait que le chaos, l'affrontement, la radicalité, etc., peuvent justifier tous les expédients, que la fin justifie tous les moyens? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a cette vision révolutionnaire que portent, il ne s'en cache pas, les membres de la France insoumise, et qui justifie cela, y compris donc d'aller sur voilà, ce terrain-là, l'antisémitisme, l'antisionisme, l'islamisation de la cause palestinienne, quelque chose quand même de très pénible à voir se développer. Voilà ma question. Merci beaucoup. Merci, Madame Bussigny. Merci beaucoup pour vos remarques. Effectivement, j'allais vous répondre le terme le chaos. Je vais citer un militant insoumis qui m'a raconté en immersion, qui m'a dit un jour cette phrase en immersion qui m'a beaucoup touchée. La révolution se fera avec ou sans les urnes. Et je pense que cette phrase, elle veut tout dire, parce que c'est l'idée de se dire, bon, on va se contenter pour le moment peut-être des municipales, mais si ça ne marche pas avec les municipales, le chaos, on le fera arriver par tous les moyens possibles. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je tenais vraiment à citer plusieurs figures accusées d'antisémitisme, d'accointance avec le frérisme, de militantisme radicaux, qui le disent inlassablement, que la France insoumise, mais aussi ses autres partis, doivent être mises en place et qu'on les radicalise de jour en jour. Donc l'intérêt est là, c'est un intérêt de révolution, un intérêt de chaos, et ce qui permet justement de créer cette accointance entre l'islamisme et entre une ultra-gauche. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'une détestation profonde de l'État et de tout ce qui vont être les figures de l'État. Ça va avec la justice, ça va avec la figure du policier, etc. Mais tout ce qui vont composer nos institutions démocratiques
en l'occurrence, parce qu'on n'a pas eu le temps de revenir dans le détail sur cette détestation des forces de l'ordre, mais elle est réellement un des moteurs, le deuxième sans doute, après la prétendue empathie pour les civils palestiniens. La question des forces de l'ordre, quand je parlais tout à l'heure de la semaine décoloniale par exemple, dans mon précédent ouvrage Les Nouveaux Inquisiteurs, j'étais allée aussi à la semaine décoloniale, où l'enjeu de cette soirée, c'était avant le 7 octobre, était la haine des forces de l'ordre. On a scandé dans une salle municipale « un bon flic est un flic mort », un flic une balle, justice sociale, dans cette salle municipale. Et en l'occurrence, il s'expliquait comment on peut s'organiser sans les forces de l'ordre pour faire justice entre eux. Donc il y a vraiment l'idée de se communautariser et se placer en rejet des institutions et des représentants de la loi. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à M. Nicolas Dragon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci, Madame Bussigny, de votre présence et de toutes les explications que vous avez pu nous apporter depuis le début de cette audition. Certains manifestants qui refusent de condamner les actions du Hamas, notamment celles du 7 octobre, ou qui défilent aux côtés des groupes classés proches des terroristes, invoquent la convergence des luttes, on en a parlé tout à l'heure. Pourtant, dans la bande de Gaza, sous le contrôle du Hamas, les personnes homosexuelles, transgenres, mais aussi, je dirais, la liberté des femmes sont mises à mal, nous le savons. Comment comprendre qu'en France, ces militants qui revendiquent l'égalité homme-femme, qui revendiquent, je dirais, l'appartenance à une sexualité, comment comprendre, comment expliquez-vous cette hypocrisie, en fait, de ces manifestants présents sur le sol français, des Français, ou comment comprendre cet aveuglement? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Bussigny. Merci. Alors effectivement, c'est grâce aux nombreux témoignages de militantes féministes, de militants LGBT, que j'ai pu répondre à cette question qui me taraudait, mais qui taraude, je pense, chaque personne qui vient. Dès que je fais une conférence, on me demande, mais comment c'est possible que des militants, alors qu'on sait qu'il y a les lois de la charia en Palestine, soutiennent le Hamas en l'occurrence? La question qu'il faut comprendre, c'est la question du prisme décolonial. La question décoloniale passe au-dessus de toutes les autres discriminations. Une figure militante féministe témoigne dans mon ouvrage dans le détail. Elle raconte comment elle a pu voir, peu avant le 7 octobre, notamment dans le cas du décès du jeune Naël Merzouk, des militants accusés de violences sexistes et sexuelles, réintégrés dans les luttes féministes et LGBT, au profit que l'urgence était l'antiracisme. C'était ce qui leur était spécifié. Et le 7 octobre a été ce déclencheur et a décuplé cette question-là. Dans mon précédent ouvrage, Les Nouveaux Inquisiteurs, je raconte comment, lors d'un événement qui s'appelle la Pride radicale, qui se tient depuis plusieurs années à Paris, et qui, l'année où j'ai participé sous couverture à la co-organisation, a pu appliquer des lois de ségrégation raciale dans les rues de Paris, puisque nous étions chargés, nous les, je cite, racisés, parce que je suis ce qu'on appelle une racisée, je suis franco-marocaine et qu'une partie de ma famille est de confession musulmane. J'ai été chargée de trier les gens selon leur couleur de peau, puisque les blancs devaient aller en fin de cortège afin de laisser les non-blancs en début de cortège. Et là, en l'occurrence, même les couples LGBT, s'ils étaient blancs, allaient en fin de cortège avec les autres. La question décoloniale était placée au-dessus. Dès le 7 octobre, mon précédent ouvrage, donc Les Nouveaux Inquisiteurs, est sorti 3 semaines avant le 7 octobre. Le 7 octobre, j'ai réactivé l'un de mes très nombreux faux comptes, parce que dans le cadre de mes enquêtes, j'ai de très nombreux faux comptes avec des fausses existences numériques crédibles, pour pouvoir rejoindre beaucoup plus facilement des boucles Telegram. Et j'ai pu constater que beaucoup de collectifs féministes LGBT, de figures, pour certaines soutenues par de l'argent public, je les cite dans mon livre, sabraient le champagne le 7 octobre et disaient à quel point c'était magnifique de voir enfin le colonisé qui se rebellait contre le colon, de voir enfin l'opprimé se défendre contre l'oppresseur. Donc en fait, ce discours binaire décolonial vient systématiquement placer l'un dans la catégorie colonisée, l'autre dans la catégorie colon, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que, par exemple, on scande beaucoup en manifestation « l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra ». Et ça, c'est vraiment un adage qui revient dans chacune des manifestations auxquelles j'ai participé. Merci. Merci, madame. Madame Caroline Yadan. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Nora Bussigny, pour votre témoignage.
pour votre courage qui est exemplaire, parce que je tiens à dire que ça n'est pas facile, que beaucoup choisissent le huis clos pour des raisons de sécurité et vous avez choisi l'inconfort et vous avez choisi de témoigner devant tout le monde. Et pour ça, je tiens vraiment à vous féliciter, à vous féliciter d'abord pour votre travail, pour ce livre. Effectivement, je rejoins ma collègue Constance Le Grip que tout le monde devrait lire parce qu'il est absolument essentiel à la connaissance que nous devrions tous avoir, tant élus de la République que simples concitoyens. Alors ma question va porter spécifiquement, je voudrais revenir sur Samidoun en fait, et sur le rôle essentiel que Samidoun joue apparemment dans l'infiltration de l'islamisme. Vous avez rappelé, nous avons rappelé que Samidoun était interdite comme proche du FPLP, comme organisation terroriste par le Canada, par les États-Unis, par les Pays-Bas. Récemment, elle a été interdite en Allemagne depuis octobre 2023. Et vous avez dans votre ouvrage, vous expliquez avoir observé la présence de Samidoun sur le territoire français dans des contextes divers, dans des manifestations féministes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, place de la République, dans des meetings politiques à l'espace Robespierre d'Ivry-sur-Seine, mais aussi dans des événements municipaux à destination de mineurs, comme des tournois sportifs à Fontenay-sous-Bois ou des ateliers dessin à Corbeil-Essonnes. Vous relatez également un épisode du 20 octobre 2024, où vous dites avoir capturé une photo montrant à une même table, entourée de drapeaux palestiniens, Adel de Samidoun, Omar Al-Soumi d'Urgence Palestine, Yanis Arab et un député LFI réunis pour défendre le prédicateur radical Elias Imzalen. Et enfin, vous mentionnez une importante mobilisation, toujours fin octobre 2024, à Aubervilliers, dans une salle municipale, avec notamment Samidoun, Urgence Palestine, BDS, Soulèvement de la Terre, et plusieurs élus LFI. Donc, les éléments que vous citez laissent entrevoir une présence active et organisée, politisée de Samidoun en France, avec des connivences locales, nationales, parfois jusqu'à des accès à des équipements municipaux pour la tenue de leurs événements. Donc, j'ai 3 questions très ciblées. La première, c'est comment Samidoun a-t-elle eu la capacité, parce que quand même, il faut une certaine capacité à s'infiltrer aussi aisément dans un tissu militant français. La deuxième question, est-ce que vous nous confirmez qu'il existe réellement une stratégie de séduction de ces mouvements islamistes sur la jeunesse, accompagnée de certains élus de la République, et notamment via Student for Justice in Palestine? Et enfin, qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre ce militantisme radical islamiste et pour lutter contre leurs complices aujourd'hui qui peuvent être des élus ou des partis politiques? Merci. Merci, chers collègues. Madame. Merci de m'interroger sur Samidoun parce que... effectivement, merci de m'interroger sur Samidoun, comme je le spécifiais, parce que je sais qu'on a beaucoup parlé à raison d'Urgence Palestine, moi la première dans le cadre de mon enquête, mais Samidoun passe un petit peu à la trappe, contrairement en Belgique, notamment où il y a un des porte-parole, Mohamed Khatib, qui est dorénavant interdit de territoire. Je raconte comment Samidoun en Belgique a agressé des élus, notamment dans des manifestations féministes, ce qu'ils ont fait sur le campus de l'Université libre de Bruxelles et ce qu'ils ont tenté de faire en France aussi. Tout à l'heure, vous avez très justement rappelé que Samidoun a été interdit en octobre 2023 en Allemagne. Pourquoi ? Parce que justement, ils ont réussi à prouver des liens démontrables avec le Hamas. Et surtout, peu après le 7 octobre en Allemagne, l'organisation terroriste Samidoun, alors l'organisation reconnue comme terroriste en Allemagne, Samidoun, vu qu'elle ne l'est pas encore en France, avait mis en place une distribution de pâtisseries à Berlin afin de fêter la victoire de la résistance, pour parler du 7 octobre. Voilà. Et ça, c'est exactement ce qu'on retrouve en France quand on passe du temps avec Samidoun, quand on est sur leur boucle Telegram. Il faut savoir qu'au cours de mon immersion, j'ai été également dans la boucle Telegram internationale de Samidoun, mais Telegram a suspendu cette boucle justement à cause de la classification terroriste dans de nombreux pays, et ce qui n'est pas le cas de la France.
La boucle Telegram Samidoun Paris banlieue est toujours active. Nous sommes maintenant un peu plus de 500 dessus. Nous étions beaucoup moins au début de la création de cette boucle Telegram. Ils sont aussi très présents sur Instagram. Là, leur compte, je crois, soit il a été récemment suspendu, soit ils l'ont eux-mêmes suspendu face aux dénonciations que j'ai pu faire, en l'occurrence, pour pouvoir enlever justement toutes les stories, toutes les publications qu'ils ont pu faire. Et Samidoun est extrêmement important parce qu'on est visiblement dans les pays les plus, pardon de le dire, à la traîne sur le sujet, vu que elle est classée organisation terroriste pour de bonnes raisons dans de nombreux pays, et ce n'est pas le cas en France. Et vous avez raison de le rappeler, la question de la jeunesse est fondamentale et primordiale pour Samidoun. C'est pour cela que je ne compte plus les événements qu'ils ont faits avec des enfants, par le biais du dessin, comme je le racontais tout à l'heure, par le fait de dessiner des petits courriers à envoyer aux martyrs, aux prisonniers palestiniens, etc. La présence aussi, donc vous parliez tout à l'heure de ce tournoi de football à Fontenay-sous-Bois. J'ai publié les photos de ce tournoi, c'est saisissant. On a l'impression qu'ils griment les enfants comme des petits terroristes, ils leur font tenir les drapeaux comme des fusils, ils ont le visage totalement camouflé sous des kéfiers. L'idée, c'est vraiment de leur dire la résistance est en marche, la résistance est en marche en France aussi et surtout. Et c'est pour ça que Samidoun a à cœur d'avoir beaucoup de militants au sein de son collectif. Moi, j'ai croisé beaucoup de militants étudiants au sein de son collectif. J'en parlais, et j'en parle longuement dans le livre, à Toulouse, Jean Jaurès, mais c'est le cas aussi à Paris. Et c'est ce qui leur permet d'avoir un accès privilégié sur les campus. Et enfin, Samidoun, en fait, finalement, il faut voir tout ça un peu comme une pieuvre. C'est ce qu'on dit beaucoup des luttes fréristes, mais c'est ce qu'on peut dire aussi de ces mouvances-là. Une pieuvre avec plusieurs tentacules. On en coupe une, Palestine vaincra. Elle se recrée un petit peu différemment parce qu'il y a Samidoun derrière. Même chose pour Urgence Palestine qui est en passe de dissolution. Et dans mon livre, il y a énormément d'éléments qui prouvent le souhait et l'accointance avec le terrorisme et le souhait de mettre en place, de faire un déluge d'Al-Aqsa en France, qui est extrêmement grave quand même de dire ça. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de dire qu'on veut faire... C'est comme si on disait on va mettre tout en œuvre pour faire un Bataclan en France. Enfin, et ça a déjà eu lieu un deuxième Bataclan en France. Et ça, vraiment, ils ne prennent pas... je ne sais pas si on prend la mesure de ça quand on voit que notamment le collectif GAL, dont je vous parlais tout à l'heure à Lyon, qui est censé être dissous et qui, le 7 octobre 2025, récemment se balade avec des banderoles dans les rues en appelant à faire un déluge d'Al-Aqsa, encore une fois en France, alors qu'ils sont censés être dissous. Donc finalement... ça va rejoindre un petit peu ce que vous me disiez en disant qu'est-ce que vous préconiseriez déjà de vérifier qu'il n'y a pas de reconstitution d'associations dissoutes et de vérifier la porosité entre différents collectifs, parce qu'effectivement je comprends qu'il y a évidemment la loi et quand on dissout un collectif ou une association on doit se tenir à ce collectif ou cette association, mais quand il y a autant de porosité, en tout cas c'est ce que j'ai voulu prouver notamment en faisant ces dons financiers à Samidoun pour voir à qui allait l'argent et que l'argent allait à Urgence Palestine et qu'il faisait en tout cas compte commun dans le cadre des soirées municipales, on voit là, ici la porosité. Et cette porosité, c'est ce qui va, je pense, le plus endiguer toutes ces tentacules de la pieuvre qui repoussent à chaque fois qu'on tente de les couper. Voilà, merci beaucoup. Merci, Madame Brongier. Merci, Monsieur le Président. Madame Bussigny, c'est un véritable honneur de vous recevoir aujourd'hui. Je vous suis depuis plusieurs années et c'est vraiment très émouvant pour moi de vous rencontrer, car vous êtes une femme extrêmement courageuse. Je vous avais entendu il y a quelques années sur une radio et tout de suite j'avais noté votre nom pour pouvoir commander votre livre. Réellement, c'est très touchant ce que vous nous dites et j'admire énormément votre capacité d'immersion dans ces collectifs qui sont très violents, qui ont des propos extrêmement durs à l'encontre des forces de l'ordre, qui parlent de résistance et de déluge d'Al-Aqsa. C'est extrêmement violent et choquant pour nous. Bref, ma question est la suivante. Selon vous, quel est l'objectif des militants de Samidoun, d'Urgence Palestine, de Collectif Palestine ? Est-ce réellement la cause palestinienne, avoir un jour le pouvoir en France ou une meilleure pratique de l'islam, ou alors même de semer le chaos en France en opposant véritablement les Français. Les liens démontrés entre certains députés élus de la République et ces militants de collectifs profitent véritablement à qui ?
qui utilise le plus l'autre, selon vous? Vous avez dit que les élus étaient des cautions républicaines. Tout comme, à mon avis, les collectifs sont des cautions électorales. Ils s'alimentent les uns les autres à des fins électorales ou idéologiques. Mais au final, ces élus ne sont-ils pas les idiots utiles à ces collectifs anti-républicains et anti-France? Donc ça, c'était ma première question. J'en ai juste une deuxième. Selon vous, à quel moment les dérives antisémites observées au sein de l'extrême gauche se sont-elles amplifiées? Est-ce suite au 7 octobre ou est-ce que ça existait auparavant? Merci. Merci. Merci, Madame Rangier. Madame Bussigny, je vous en prie. Merci beaucoup pour vos questions et votre lecture. Effectivement, j'emploie moi-même le terme idiot utile, et je ne suis pas la seule idiot utile du Hamas, etc., pour parler de l'un et parler de l'autre. La question, et je pense quand vous écouterez Emmanuel Razavi qui viendra vous parler, mais quand on lit aussi, on écoute dans mon livre Mona Jafarian, qui est la porte-parole du collectif Femmes Azadi, qui est franco-iranienne. Elle-même, elle fait extrêmement bien le lien entre ce qui s'est passé en Iran, son pays, où on a vu une alliance d'une extrême gauche avec l'islamisme, et finalement, qui ont été les idiots utiles? On s'en est rendu compte, vu qu'aujourd'hui, il y a le régime de la République islamique d'Iran. Et c'est pas pour rien que dans mon livre et dans ces manifestations, je croise de plus en plus de moudjahidines du peuple, ce qui fait beaucoup de peine à mes consoeurs et mes amies iraniennes, justement, de les voir dans des manifestations, quand on sait ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Iran, en l'occurrence. Mais Emmanuel Razavi, comme je vous le disais, vous en parlera bien mieux que moi en tant que personne aussi concernée et qui travaille sur ce sujet. Donc, effectivement, je pense que on a d'un côté, c'est ce que j'ai voulu montrer, des liens plausibles et concrets avec les frères musulmans. Donc là, on a quand même une volonté d'application d'un discours et d'un islam radical en France, qu'il se propage par le biais du féminisme, c'est ce que j'ai voulu montrer en vous citant ces collectifs reçus au Parlement européen, qui peut se montrer aussi par des élus locaux, par un discours, mais la question des frères musulmans, ils ne sont pas dans une agression directe, dans une violence, comme vont l'être des collectifs ultra-violents tels qu'Urgence Palestine. Eux, ils n'agissent pas dans cette même mouvance. Samidoun n'a pas de lien direct avec les frères musulmans. En tout cas, c'est pas ce que j'ai pu constater pour avoir beaucoup enquêté avec eux. Mais eux ont un mode opératoire qui se répond du terrorisme, puisque leurs références sont tantôt le Hamas, tantôt le Front populaire de libération de la Palestine. Et là, c'est en ça qu'on va assister sur cette question de violence. Donc on va avoir d'un côté une mouvance frériste avérée qui vient imposer un discours sous prétexte qu'il soit victimaire, vient radicaliser une jeunesse, et de l'autre, et cibler aussi, quand même, il faut le rappeler, la communauté musulmane, qui est une des premières en danger par ce discours frériste, puisqu'elle est la cible principale des frères musulmans, et de l'autre, nous allons, la cible principale, pardon, il y a évidemment d'autres cibles, hein, évidemment, mais je veux dire, elle est une de leurs cibles principales, et de l'autre, nous allons avoir des organisations qui, elles, ont un modus operandi ultra-violent, certes organisé, moins malgré tout, parce que eux, il y a une précipitation, il y a une fougue de la jeunesse difficile à endiguer, puisqu'ils ont vraiment des recrues assez jeunes, mais quand on écoute Samidoun, moi je les ai écoutés dans une réunion qu'il faisait un peu internationale où ils étaient présents dans chaque pays, ils se félicitaient notamment d'avoir réussi à autant investir et à autant convaincre des étudiants de l'Université libre de Bruxelles, en disant c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse dans tous les campus, c'est dès qu'il y a des manifestations et des blocus pour la Palestine, passer du temps avec eux et les convaincre de nous rejoindre. Et ça, c'est très important parce que dans le cadre de Students for Justice in Palestine, je voulais en reparler parce que dans le cadre de mon enquête, quand j'y suis allée, j'avais été assez effarée de découvrir ça. C'est que Students for Justice in Palestine, je le rappelle donc en France, qui a reçu Madame Rima Hassan à Sciences Po, qui, et je le révèle dans mon livre, a mis en place des Google Forms, Google Docs, à compléter à destination des étudiants pour encourager tous les étudiants à dénoncer
et lister des professeurs ou d'autres étudiants qui, je cite, nieraient l'expérience palestinienne. Il ne disait pas à quoi servirait leur liste. Students for Justice in Palestine, je révèle dans mon livre que le 24 mars 2024, la section Students for Justice in Palestine de Columbia a co-organisé pour les étudiants volontaires un événement qui s'appelait Résistance 101, qui était sous la forme d'un visio où ces jeunes étudiants ont pu rencontrer en ligne Khaled Barakat, membre de l'organisation terroriste du Front populaire de libération de la Palestine. Il les a félicités en direct pour leurs actions étudiantes, les a encouragés à continuer à faire cette intifada des campus en leur disant que eux-mêmes, depuis Gaza, ils sont fiers de voir cette mobilisation étudiante. Donc il y a, comme je le disais, ces deux modus operandi. D'un côté, une volonté plus subtile, plus douce, sur du très long terme, et c'est comme ça qu'agissent les frères musulmans, du très long terme, qui est d'investir par un discours, et de l'autre, des organisations liées au terrorisme, qui, elles, veulent agir dans le chaos et l'ultraviolence, et qui ont trouvé des députés et des figures politiques pour les soutenir dans ce rôle-là, et qui sont, en l'occurrence, leurs idiots utiles. Merci beaucoup. Très bien, madame, il reste à vous remercier pour ces éléments très intéressants. Si vous êtes d'accord, vous pouvez compléter vos échanges en répondant par écrit au questionnaire qui vous avait été adressé, et également complété par les échanges que nous avons pu avoir cet après-midi.